Forte intempérie en Californie faisant 2 morts et multipliant par 5 le nombre d'accidents sur les autoroutes aux États-Unis. Les Japonais sont convoqués aux urnes pour les législatives. Le Premier ministre Shinzo Abe espère rafler les 2/3 des sièges de députés. Rassemblement d'une centaine de militants devant l'Assemblée nationale française. Ils réclament une loi autorisant l'euthanasie. Un plaisir de vous retrouver, mesdames et messieurs, ravi de vous retrouver et bienvenue en notre compagnie. La tempête partie mercredi soir à l'assaut de la côte ouest des États-Unis, la plus importante en 3 ans et qui a fait 2 morts, a provoqué vendredi des coulées de boue, davantage de coupures d'électricité et de nombreux accidents de la route. Au moins 450 000 clients ont été privés de courant depuis l'arrivée de la tempête sur le flanc pacifique du continent nord-américain. Les intempéries ont multiplié par 5 le nombre d'accidents sur les autoroutes de Los Angeles, où les conducteurs sont peu habitués à conduire sous la pluie. Une coulée de boue a englouti plusieurs maisons dans un quartier de Ventura de Los Angeles où une centaine de maisons avaient été évacuées quelques heures plus tôt. Un sans domicile fixe et un jeune garçon étaient tués jeudi dans l'Oregon par la chute des arbres. Cette tempête a apporté avec elle, selon les régions, des pluies torrentielles, de fortes chutes de neige ainsi que des vents pouvant atteindre 230 km/h, soit la vitesse d'un ouragan de catégorie 3. Une centaine de militants en faveur d'une loi autorisant l'euthanasie s'est réunie devant l'Assemblée nationale française vendredi pour demander une loi sur l'euthanasie. Pour Véronique Massonneau, députée écologiste de la Vienne, il y a des dérivés en France avec notamment 5 000 euthanasies clandestines par an. Moi, je ne suis pas une militante de l'euthanasie. Je suis une militante du libre choix de chacun de choisir sa fin de vie. Il y en a qui voudront mourir naturellement, il y en a qui voudront les soins palliatifs, il y en a qui voudront la sédation, et il y en a qui voudront l'aide active à mourir. Eh bien aujourd'hui, on ne peut pas mettre ça sur ces directives anticipées. Il y a un pays qui l'a légalisé, dépénalisé depuis 12 ans, et malgré la désinformation que j'entends régulièrement sur la Belgique, ça se passe bien. Et que ça répond à une partie des demandes de la population. Les dérives, elles sont en France, 5 000 d'euthanasie clandestine, mais il faut se révolter. Il y a quand même les 3/5 qui sont faites sans l'accord du patient. C'est justement protéger ceux aussi qui ne veulent pas de l'euthanasie, de mettre en place une loi sur l'euthanasie. Voilà. Franchement, c'est pas grand-chose que de demander une liberté pour chacun, le droit à mourir dans des conditions dignes. 2 ans avant l'échéance et pour une raison qui leur échappe, les électeurs japonais sont convoqués aux urnes par le Premier ministre Shinzo Abe, dont le parti voudrait rafler jusqu'aux 2/3 des sièges de députés, fût-ce avec une abstention inédite. Reportage. C'est la seule voix qui vaille. Voilà le slogan que martèle le Premier ministre japonais Shinzo Abe en campagne pour des législatives anticipées. À la surprise générale, il a dissous l'Assemblée des députés pour appeler les Japonais aux urnes avec 2 ans d'avance. Un scrutin qu'il présente comme un référendum sur sa politique économique, surnommé Abenomics. Les revenus et les salaires ont augmenté. Mais beaucoup me disent « Monsieur Abe, on ne se rend pas compte. Nous en sommes parfaitement conscients. Pour que vous puissiez en tirer des bénéfices, vous et tous ceux qui travaillent à la sueur de leur front, nous devons poursuivre notre politique économique. » Le Premier ministre conservateur a pris de court l'opposition, peu préparée pour une campagne électorale nationale. Avec l'aide de son partenaire de coalition, le PLD, Parti libéral-démocrate de Shinzo Abe, pourrait rafler jusqu'aux 2/3 de la Chambre basse. Aujourd'hui, le seul choix valide, c'est lui. Il n'y a personne d'autre. La seule chose avec laquelle je ne suis pas d'accord, c'est l'augmentation de la taxe sur la consommation. À part ça, je trouve qu'il s'en sort plutôt bien. Shinzo Abe a augmenté une première fois cette taxe impopulaire en avril dernier. Récession oblige, il a décidé de repousser la 2e hausse prévue à 2017 au lieu de 2015,
D'où sa décision de modifier le calendrier électoral. Reste que les sondages montrent que peu de Japonais comprennent les enjeux du scrutin. Si le taux de participation était très faible, je ne serais pas surpris que les journaux disent que même si le PLD a obtenu la majorité, ce mandat n'est pas légitime. Ça pourrait rendre la situation difficile pour Abe, et il risquerait alors de ne pas parvenir à ses fins si facilement. Lors des élections de 2012, le taux de participation a été de moins de 59,5%, le plus bas jamais enregistré. Un record de faiblesse qui pourrait être pulvérisé avec ce scrutin. Sur le continent africain à présent, un attentat à la bombe sur un marché de la ville de Jos a tué une trentaine de personnes jeudi dans le centre du Nigeria. Cette attaque, selon le gouvernement de la localité, serait l'œuvre du groupe islamiste Boko Haram. Les détails. Au moins 31 personnes ont été tuées jeudi dans un double attentat à la bombe à Jos, une ville du centre du Nigeria. Les explosions ont eu lieu sur un marché de Jos, près d'une station de bus, où une attaque du même type avait tué au moins 118 personnes en mai dernier. Au dire de Pam Ayuba, porte-parole du gouverneur de l'État du Plateau, dont Jos est la capitale, on dénombre 31 corps qui ont été découverts. Mais les secouristes sont sur les lieux et le bilan pourrait s'alourdir. Nous avons eu 2 explosions au terminus de bus et dans un délai très rapide, nous nous sommes mobilisés pour mettre en place les opérations de secours. Dès que ça s'est passé, des personnes ont été emmenées dans différents hôpitaux. Nous essayons de les regrouper avant de faire un bilan. Nous travaillons encore et comme vous pouvez le voir, de nouvelles victimes arrivent. Située à la frontière du sud chrétien et du nord musulman du Nigeria, la ville de Jos a été visée plusieurs fois par des attaques du groupe islamiste Boko Haram. Mercredi, 11 personnes ont été tuées lors de l'attaque d'une ville isolée du nord-est du Nigeria et une fillette a été arrêtée avec une ceinture d'explosifs à Kano dans le nord. Les attaques incessantes des insurgés du groupe islamiste Boko Haram dans le nord du Nigeria continuent d'occasionner des milliers de déplacés. Majoritairement, il s'agit des femmes et des enfants. Sans quitter le Nigeria, ils arrivent toutefois à trouver un lieu d'accueil. Yola, la capitale de l'État d'Adamawa, se révèle pour l'instant le cadre le plus sécurisé pour ces déplacés. Les images. Derrière ces grilles, plusieurs centaines de Nigérians ont trouvé refuge. Installés dans ce camp à Yola, dans le nord-est du Nigeria, ils ont tous fui leur village pris d'assaut par les insurgés de Boko Haram. Rebecca est arrivée ici il y a 1 mois. Boko Haram a tué 2 de ses 4 enfants. Ces 3 dernières années, nous avons souffert des attaques des insurgés. Récemment, nous avons été chassés de notre village. Nous avons couru à travers la brousse pour arriver dans ce camp. Ils ont tué beaucoup de monde et brûlé nos maisons. Dans le camp, les conditions sont précaires, mais la sécurité est là. Les villes tenues par Boko Haram sont à une centaine de kilomètres et Yola n'a jamais été visée par le groupe islamiste jusqu'à présent. Dans le dortoir des hommes, l'épuisement est palpable, l'avenir incertain. Ayuba vendait des bibles à Moubi. Il a fui quand il a vu l'armée battre en retraite face à Boko Haram. Les militaires à Moubi ne pouvaient pas nous défendre. Après l'arrivée de Boko Haram, les militaires nous ont abandonnés. Ils sont partis. C'est pourquoi tout le monde a quitté Moubi. Près de 400 000 déplacés ont rejoint Yola et ses environs. Pour leur venir en aide, des ONG et les communautés religieuses s'organisent. À la cathédrale de Yola, une distribution de vivres est organisée chaque semaine. Sur une base hebdomadaire, nous invitons ceux qui vivent ici avec leurs familles et leurs amis à venir chercher de la nourriture. Cela leur permettra de nourrir une famille de 5 personnes pendant 1 semaine. Tous ces déplacés attendent avec impatience de pouvoir rentrer chez eux, mais l'armée nigériane n'arrive toujours pas à mater le groupe islamiste. Les violences ont jeté sur les routes plus d'1 500 000 personnes et près de 13 000 sont mortes depuis le début de l'insurrection en 2009.
La décision de la Cour pénale internationale de juger l'Ivoirien Charles Blé Goudé pour crime contre l'humanité ne respecte pas le droit. C'est ce qu'a déclaré vendredi à Abidjan l'un des avocats de ce proche de l'ex-président Laurent Gbagbo. La CPI fait autre chose que ce pourquoi elle a été créée. Elle fait de la politique, a ajouté l'avocat ivoirien. Selon lui, la Cour de La Haye ne fait que s'acharner sur un camp, celui des pro-Gbagbo, quand du côté des pro-Ouattara, l'impunité est consacrée. Les gens roulent dans leur carrosse à Abidjan et ne sont inquiétés de rien, a-t-il conclu. Toujours en Côte d'Ivoire, le RDR d'Alassane Ouattara plaide pour un front uni de la majorité derrière le président ivoirien pour l'élection présidentielle de 2015. Nous demandons que les partis de la coalition au pouvoir aillent à une convention conjointe avant le printemps 2015, a déclaré Joël Nguessan, le porte-parole du parti. Il rejoint de ce fait l'ancien président Henri Konan Bédié qui avait enjoint mi-septembre les militants de son parti, le PDCI, à soutenir Ouattara en 2015. Un appel qui a provoqué de vives tensions au sein du parti et plusieurs de ses militants ont dévoilé leurs intentions de briguer la magistrature suprême. Après une année de guerre civile au Soudan du Sud, la directrice de la mission des Nations Unies espère mettre fin à un héritage de violation des droits de l'homme dans le pays. Pendant ce temps, l'ONG internationale Human Rights Watch craint le pire. Quand j'ai accepté de devenir la représentante spéciale du secrétaire général au Soudan du Sud, j'avais conscience que les défis qui m'attendaient en tant que directrice de la mission Nations Unies au Soudan du Sud seraient impressionnants. Mais je dois admettre qu'après 3 mois, rien ne m'avait vraiment préparé à voir les souffrances immenses et quotidiennes du peuple du Soudan du Sud depuis qu'un conflit créé par les hommes et donc entièrement évitable a commencé il y a 1 an dans les rues de cette ville. Nous reconnaissons que la responsabilité est un problème grave au Soudan du Sud, un héritage d'impunité pour de graves violations humanitaires dont le passé a contribué à la crise actuelle. Cela doit cesser, et cela doit cesser maintenant. Ce n'est pas qu'un simple manque de volonté politique, semble-t-il, qui fait qu'il n'y a pas encore la paix, mais il y a eu un manque total de volonté politique ou de volonté des deux côtés pour retenir les forces et faire fonctionner cela, pour faire de sérieux efforts pour mettre fin aux abus contre les civils et pour démarrer une vraie enquête sur ce qui est arrivé. Nous devons craindre le pire. Nous devons craindre de voir les abus continuer et nous allons continuer de voir une division très dangereuse et vraiment effrayante entre les 2 plus grands groupes ethniques du Soudan du Sud. Ce sera tout pour